2024. Comme toujours, vous retrouverez des extraits des conseils municipaux des différentes municipalités ici dans la région ainsi que de la MRC. On a rencontré aussi les filards de Lanaudière à la maison Rosalie-Candron de la Valtrie et des images aussi de la maison, des images d'une visite de qu'est-ce qui s'est passé à la Valtrie avec la maison Rosalie-Candron. Des images aussi de la fin de semaine du Grand Prix de Trois-Rivières. On vous parle aussi dans ce Grand Prix de automobile Payet, donc GM Payet qui a son équipe de course et qui a fait vraiment une belle prestation durant ce Grand Prix. Nous avons aussi une entrevue avec Xavier Roy, le DG du Festival de Lanaudière, on pourrait dire ex-DG maintenant du Festival de Lanaudière, qui nous a fait un résumé de la saison 2024 du festival et justement, il a annoncé son départ et il fut question de du travail accompli durant cette année. Le 9 août dernier restera marqué aussi dans la mémoire des citoyens de la MRC d'Autrey. On parle de changement climatique, des restes de l'ouragan Déby qui a donné plus de 210 mm de pluie dans certains secteurs, un record pour l'ensemble du Québec. Cette pluie a causé des dommages importants dans toutes les municipalités, mais on parle principalement de Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève, Sainte-Élisabeth, avec des routes fermées. Encore aujourd'hui, il y a quelques ponçons, quelques parties de route qui est encore non carrossable. Les conséquences de cette inondation, bien, il y a les GA Famille Mondor ainsi que le Saint-Hubert près de la sortie 144 à Berthierville qui sont encore fermés. À ce jour, ces deux commerces n'ont pas de date de réouverture présentement, mais on sait qu'ils devraient recommencer en 2025 leur activité. Sur ce, bonne écoute et on ira en septembre. Sur ce, bonne écoute. Bon. Ouvrir, on fait un rouet qui a plus de 200 ans. Ici de la Lanaudière, devient de 101 ans. Et là, on a fait les notes différentes et on fait sa corde ici. Donc ici, on tire. Et quand on tire, tu vois, on fait un nœud qui est infini et qui se défait pas. Là, il est fait là, il se défait pas. Ok, vous l'avez serré là. Ok. Là, on va prendre ici les petits couteaux. Donc, juste pour montrer les rouets à nouveau, c'est un rouet qui n'a pas, comme je t'expliquais, il n'a pas de vis. Il y a juste des morceaux de bois. Il y a juste des picots de bois comme ça. Aucune clou. Toutes ces jonctions se fait avec des pics de bois. C'est ça qui démontre son âge. Ici, de côté, son épinglier tout fait à la hache, à la main. Ce crochet a été remplacé avec l'âge, mais on voit dans l'épinglier ces marques d'usure pour le filage du lin. On a l'ancienne place pour la quenouille. Pour la quenouille, parce que la personne filait les lins avec ça, parce que les lins, il faut mouiller les mains avec un glou pour les filer et avoir les mains libres pour filer. C'est pour ça qu'on a une quenouille. La petite roue qui marque la signature du producteur du rouet. Et ici, c'est la commande spéciale de barreaux pour la personne qui a demandé. Et c'est ça. Ça vient de où, ça? On ne sait pas parce que je n'ai pas mon livre guide pour identifier la région, mais j'ai des guides des rouets du Québec qui me parlent d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, je vais être capable, à partir du livre guide, de savoir, à partir de l'identification des barrures, des styles du rouet, d'identifier. Il est peinturé. Et ce qui me passionne, c'est parce que c'est un rouet qui a une histoire. Elle a reçu comme cadeau de baptême. Ça, pour moi, c'est... ça vient me chercher. Je n'ai pas d'autres mots. Il était restauré, mais c'est des restaurations mineures. On ne met pas la corde avant? Oui, on va mettre la corde. Je vais mettre là, ça, juste pour ne pas les perdre, mais on va mettre la corde que je viens de le faire. Donc, on va faire comme ça. On va l'étirer. Et on va faire un X tout de suite comme ça. Et on va placer la corde. J'ai besoin de quelqu'un pour lever la roue. On va placer juste ici. Parfait. C'est fait. Là, on place la roue à sa place. Oui. Là, on met les petits goujons. On va mettre le petit goujon d'abord.
un de chaque bord. C'est excellent. Excellent. Et ici, on ouvre ici. Ces roues-là sont bien bizarres. Il n'y a pas de bobines. On va les mettre. Je veux juste que je veux essayer la corde.
directeur général du Festival de la Naudière. On pourrait dire presque ex. T'es dans Sortant. Mettons, on va mettre sortant. Merci de nous accueillir dans ce bel espace encore, grâce à toi. Moi, je pense que c'est déjà un leg que tu laisses au festival important, cette merci. fameuse maison-là, le travail que tu as fait pour réussir à avoir, on pourrait dire, un lieu permanent, agréable et possiblement... tu sais, là, on pourrait dire connexe là, au festival, Ouais. permettre au festival d'avoir plein de choses, de réaliser plein de choses. Ouais. Tu dois être fier de... Ah, très. La Maison de la musique, ça nous donne pignon sur rue à l'année. Ça fait que les gens qui passent au centre-ville de Joliette voient le festival, entendent parler du festival. Puis nous, comme équipe, ce qui est difficile dans un festival, c'est qu'on travaille toute une année pour un événement qui dure 5 semaines, qui est super condensé. Puis des fois, c'est difficile en cours d'année de perdre... C'est facile de perdre de vue, en fait, ce pourquoi on fait ça. Puis là, d'avoir la salle de spectacle ici, ça fait que pendant l'année, on est en contact avec la musique, on est en contact avec les artistes, puis ça nous rappelle, ça ramène l'effervescence du festival, mais dans une période plus creuse. C'est ça. Puis l'emplacement où étaient vos bureaux avant, mais maintenant qu'on a passé au festival cette année, ça a déjà été rasé, fini, oui. Bonjour, ça n'existe plus. Donc, c'était un bon move en bon français. Bien, disons qu'il fallait déménager d'une manière ou d'une autre. Là, nos bureaux étaient à leur fin de vie. Donc, on avait commencé à chercher, puis là, en arrivant ici, bien, on a eu un coup de cœur pour le bâtiment, puis le propriétaire a eu un coup de cœur pour nous, pour le festival, fait qu'il nous a donné le bâtiment qu'on a transformé au complet. Je me souviens de tes premières entrevues, justement, à l'ancienne bâtisse. Oui. Tu arrivais, je me le dire, tout fringant, plein d'idées et tout, mais je pense que tu as réussi à pas mal atteindre tes objectifs. Tu sais, tu es arrivé en disant, tu sais, on veut rajeunir le festival, on veut être plus présent, on veut plein de choses. T'es-tu content du chemin parcouru? Oui. Ben, on termine cette année avec notre record de revenus de billetterie au festival. Là. Donc, ce serait difficile d'être déçu. Mais en fait, c'est un peu ça qui m'a amené à réfléchir à la prochaine étape pour moi. C'est parce que, ben, d'une part, il y a des trucs dans ma vie personnelle qui fait que je voulais peut-être me rapprocher de la famille de ma conjointe parce qu'il y a de la maladie dans sa famille. Mais aussi le fait qu'on avait accompli pas mal tout ce qu'on s'était donné comme objectif il y a 4 ans. Puis là, il fallait se demander, bon, mais est-ce qu'on souhaite faire partie du prochain cycle? Puis de mon côté, j'aurais pu donner 1 ou 2 autres années encore, mais je savais que j'arrivais à la fin d'un cycle, puis que probablement, selon moi, la prochaine personne qui arriverait serait la mieux placée pour projeter le festival vers l'avenir, puis réfléchir à ce qui s'en vient pour le festival. Donc, dans ce contexte-là, j'ai décidé de céder ma place, puis à un moment où le festival va bien, donc oui. C'est pas un cadeau empoisonné du tout. C'est ça que tu donnes. C'est ça, tu as quand même une formation de chanteur, tu avais connu des choses, mais tu étais beaucoup, on pourrait dire, en marketing, en réseaux sociaux qui a pris de l'ampleur et tout. Et je pense que ça, tu as beaucoup travaillé ça. Je pense que c'est un des points forts du festival. Ouais. Puis tu me parles de billetterie, ben moi, je ramènerais le point que tu as une tarification dynamique, mais dynamique pas à la hausse. Disons qu'on va dire une tarification dynamique accessible pour encourager les gens. Et je pense que c'était un des objectifs aussi du festival. Amener des jeunes, faire découvrir la musique. Tu sais, de ne pas devenir un frein, justement, dans notre monde inflationniste présentement. Oui, mais en fait, tu as raison. On a essayé de se démarquer par l'accessibilité. Puis l'accessibilité, ça ne veut pas dire être gratuit tout le temps. Des fois, oui. Mais dans notre cas, ça a été de dire, bon, ben, disons, sous le toit de l'amphithéâtre, il y a des sièges, peu importe le prix qu'on va mettre, ils vont se vendre. Parce que il y a une clientèle, c'est au centre, c'est les meilleures places. Donc, on peut peut-être augmenter un peu, être un petit peu plus agressif sur le prix de ces sièges-là. Mais parallèlement à ça, il y a des sièges qu'on vend presque jamais sous le toit de l'amphithéâtre. Donc, pourquoi on ne diminuerait pas le prix pour que ce soit pas loin du même prix de la pelouse, pour que des gens aient l'opportunité d'aller sous le toit ou la pelouse, indépendamment
des considérations financières. Puis ça nous a beaucoup aidé à remplir les concerts. Là, on a vu tout de suite qu'il y avait un appétit pour la sécurité d'être sous le toit, c'est ça. Le fait de vivre l'expérience le plus proche. Puis ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. On a développé une nouvelle tarification pour les étudiants en musique. On a maintenu les tarifs pour les familles, pour les citoyens de Joliette. On a développé un partenariat avec la ville de Joliette pour qu'ils offrent 2000 billets gratuits aux citoyens du Grand Joliette. Donc tout ça fait que, au final, le festival est de moins en moins perçu comme un endroit où il y a de la musique classique, puis c'est intimidant. L'élitiste, au contraire, exactement. C'est perçu maintenant, je pense, de plus en plus comme un endroit où c'est l'espace le plus sécuritaire pour découvrir la musique classique. Même si on ne connaît pas ça, on va y aller, on va passer une belle expérience, puis on n'a pas besoin d'être intimidé, puis on n'a pas besoin de se demander comment on s'habille, ou on passe un bon moment. C'est ça, tu passes un bon moment. L'association avec Renaud aussi, c'était vraiment un beau team. Là. Un team que lui, là, il t'amène des idées folles, des idées. Tu sais, il y a quand même un bon réseau de connexion avec la musique et tout. Et je pense que ça a contribué aussi. Tu sais, je veux dire indirectement à ton succès, mais dans le sens que je veux dire, qu'est-ce qu'a amené Renaud au fil des actes a aidé le festival. Oui, c'est sûr. Tu sais, le produit de base du festival, c'est ce qui se passe sur la scène. Donc, Renaud, avec la programmation, crée un peu l'âme du festival à chaque année à travers la programmation. Puis, après ça, le travail de l'équipe, c'est d'une part, mon travail, c'est d'écouter ce qu'il y a à dire, puis de le challenger sur certaines affaires. Discuter budget, puis dire, faire des choix. Puis Renaud, je le remercie beaucoup pour ça, parce qu'il y a plein de directeurs artistiques qui programment, puis qui ne se préoccupent pas de si ça va vendre, de combien ça coûte, alors que Renaud a cette préoccupation-là de s'assurer que s'il programme quelque chose, il ne programme pas pour vendre des billets, mais il veut s'assurer que ce qu'il va programmer va vendre des billets. Va vendre des billets, oui. Il y a un équilibre. Exactement. Je te fais un petit peu le parallèle avec le théâtre, tout ça. Il y a carrément des spectacles qui sont tapettes, des choses, mais par contre, il y a d'autres choses qui sont winners, qui sont gagnants, puis tu sais qu'au bout de l'année, tu devrais boucler ton budget, mais c'est important, cette sensibilité-là. Oui, puis ça, il l'a vraiment. Donc, on a pu avoir des discussions vraiment constructives ensemble. Puis, il ne faut pas oublier que quand Renaud est arrivé, donc sa première saison était en 2019, c'était la première fois qu'il programmait un festival. Donc, la pandémie est arrivée, puis on a développé des nouveaux réflexes après la pandémie, mais ça a pris, je pense, quelques années, tant pour moi de comprendre comment interagir avec lui au niveau de quels ajustements faire à la programmation, tant pour lui de bien comprendre ce qui réagirait, ce qui résonnerait dans le public. Donc là, cette année, je trouve qu'on a atteint un peu c'est ça, on est sur notre X. La programmation nous ressemble. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais en même temps, c'est d'un niveau exceptionnel. Donc, je pense que Renaud est vraiment en selle pour la suite des choses, puis que la prochaine direction artistique, la prochaine direction générale qui va arriver va être, je dirais pas en pantoufle, mais va être dans un contexte qui est vraiment favorable. C'est vraiment favorable. C'est ça. Quand tu es arrivé, est-ce que tu as un petit peu de chiffres ou de choses? Tu peux faire un comparatif en disant que tu es arrivé, tu as vraiment... Parce que celui qui était là avant toi, le directeur général, ça faisait quand même quelques années, avec ES qui était là, que ça a été aussi l'apprentissage. Là, ça a été de voir les effectifs ont augmenté. Tu as fait beaucoup de choses. Hein. Bien, en fait, les effectifs n'ont pas beaucoup augmenté. Je le rappelle une fois de temps en temps au conseil d'administration parce qu'on a à peu près le même nombre d'employés permanents là, maintenant qu'on en avait en 2016 ou 2017. Pourtant, on a un lieu où on fait beaucoup de locations, on a plein de nouvelles séries de concerts, d'activités. Donc, c'est certain que le volume d'activités a augmenté, mais on livre ça à peu près avec la même équipe qu'au milieu des années 2010.
mais après ça, on dégage des ressources supplémentaires aussi parce que, justement, la philanthropie, le financement privé au festival, on a doublé en 4 ans. En plus de la campagne de financement qu'on avait fait pour le bâtiment ici, en termes de billetterie, on se retrouve à peu près 30% de plus qu'en 2019, sous le toit. Puis probablement un 15-20% au total en termes de revenus de billetterie. Donc, c'est beaucoup. C'est une grosse progression, oui. C'est une grosse progression, surtout qu'on parle de 2 ans que c'était comme zéro, là, ouais. Disons qu'on le mette à zéro. Ben, oui, parce que... Ben, oui et non. Oui, en termes de présentation de concerts, il y avait moins d'événements. Mais en même temps, ce temps-là nous a permis vraiment de réfléchir comme il faut à ce qu'on voulait faire. Puis dans un contexte, par exemple en 2021, où on a pu présenter quelques concerts à dernière minute, ça a été une opportunité de tester des affaires assez rapidement. Donc, on a pu utiliser cet espace-là qui était créé par la COVID comme un espace qui nous permettait de mieux se mettre en selle pour la suite des choses. Je te dirais, en terminant, oui. Comment tu vois le festival? Parce que oui, je suis sûr que tu vas le suivre. Tu sais, on laisse aller le bébé, mais tu sais, on a toujours un petit œil, un petit regard sur qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu penses que tu vois dans 5 ans, dans 10 ans pour le festival? Oui, c'est sûr que je vais continuer de le fréquenter. Là. Je vais venir à Joliette chaque été pour venir voir des concerts. Ce que je vois pour le festival dans 5-10 ans, ce que j'espère, c'est de maintenir puis de dépasser la qualité des concerts qu'on a aujourd'hui. Tu sais, je pense qu'on a atteint un niveau qui est vraiment exceptionnel, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Je souhaite que le festival maintienne son implication dans le coin. Tu sais, je pense qu'on a les infrastructures pour le faire, mais il y a toutes sortes de manières à travers lesquelles on peut avoir de l'impact. Là, on a donné notre premier concert à la prison pour femmes de Joliette cet été. Ça, par exemple, c'est une action qui est relativement simple pour nous puis qui peut avoir un impact dans la vie des gens. Puis après ça, au niveau administratif, je pense une équipe stable. Tu sais, notre équipe, en ce moment, il n'y a pas eu beaucoup de roulement. Donc, le fait d'avoir une équipe qui est stable permet... Ça roule mieux. Ça roule mieux, puis tout est plus facile. Puis aussi, des finances en santé. Oui, on a augmenté les revenus autonomes. C'est quasiment 50% de plus de revenus autonomes qu'en 2019. Mais les coûts de production et les coûts de programmation ont explosé. T'sais, tout coûte plus cher maintenant. Puis on le voit à l'épicerie, mais c'est encore pire dans le monde des arts. Donc, de trouver une manière d'atteindre cet équilibre-là, de dire, on présente des concerts au niveau où on souhaiterait le faire, mais sans hypothéquer le futur du festival. Ça. Donc, je vais pas dire encore plus de reconnaissance de la part des, je vais pas dire des gouvernements, le culture municipale, oui, mais au gouvernement, des fois, c'est un petit peu plus difficile. C'est certain que ça pourrait aider, on ne dirait pas non, mais moi, je pense que l'avenir du festival au niveau budgétaire passe beaucoup par une augmentation encore plus loin de la billetterie, puis le développement d'une philanthropie de fonds. C'est ça. On a une fondation, mais je pense qu'on peut l'amener encore plus loin pour assurer une sécurité pour la suite des choses au festival. Ah, c'est bien. Bon, je te remercie beaucoup. On va te souhaiter bonne continuité. Merci. Tu nous as dit que tu t'en allais à Ottawa dans un autre domaine complètement différent et tout, mais c'est des beaux challenges, puis on te souhaite une bonne chance dans tes projets futurs. Merci beaucoup. Merci. Bye.
M. Richard Bellemare, maire de Saint-Cuthbert. Bonjour, Richard. Bonjour, bonjour. Pas trop de sommeil, t'es correct? Pas trop de sommeil, mais on est correct, T'es oui. correct. Si on fait un petit peu la genèse des événements, vendredi, il a commencé à pleuvoir un petit peu beaucoup. Oui. Quand ça a commencé à dégénérer? Ben, mettons que vers les 9 h, il pleuvait beaucoup. Puis, Pas 9 h le matin, 9 h le soir. 9 h le soir. Puis, toute la journée, il n'y a plus, là, mais plus particulièrement le soir. Puis, vers 11 h, 11 h 15, on a décrété l'état d'urgence parce que là, ça commençait à pas être beau, mettons. On a eu des ponceaux qui sont partis. On a eu des routes qui ont été fragilisées. Puis là, à cause de ça, on avait des secteurs qui étaient comme isolés. Puis c'est pour ça qu'on a décrété l'état d'urgence, parce que des personnes, des pompiers, les ambulances ne pouvaient pas se rendre. Donc, il fallait faire quelque chose. Puis il y a eu aussi des problèmes d'électricité. Il y a eu des pannes électriques. Ça aussi, oui. Ça n'a pas aidé aux citoyens à faire fonctionner leurs pompes, comme mais on dit. c'est pas la grandeur de Saint-Cuthbert. Il y a eu des petites pannes. C'est pas la majorité des cas. Aujourd'hui, on est le 14, je ne vais pas me tromper de date, on est le 14 août. Il y a encore beaucoup de choses encore dans Saint-Cuthbert. Je voyais la mise à jour, il y a encore beaucoup de ponceaux, beaucoup de routes qui sont encore inaccessibles. Oui, disons que la majorité de nos routes, on peut circuler dessus. Au début, pas au début, mais samedi, là, il y avait seulement comme sortie le rang Saint-Jean, montée Saint-Jean, puis Saint-Viateur. OK. Tout était bloqué partout, autant inondé que des ponceaux partis ou autres. Fait que des ponceaux, on a sur la route Bélanger, on avait sur la route Fafard, et puis on a sur le Gonzague-Brizard. OK. Fait que là, on a aussi des routes qui ont été fragilisées. On a par le décret, on peut envoyer des contracteurs réparer ça tout de suite. On a réparé pour sécuriser les lieux. D'ailleurs, plein de ponts ou d'autres ponceaux qui ont été sécurisés. On est en état. Là, on vient tout juste d'apprendre qu'on a un pont sur Côte-Jolie, qu'on doit fermer la route parce qu'il est trop fragile. C'est le ministère qui nous a demandé de fermer la route. Donc, ils sont là-dessus. Ils sont présentement, je pense que le ministère est là. On espère que ça va aller rapidement parce que Côte-Jolie, il passe pas mal de monde aussi. C'est ça, oui, c'est ça. Justement, vous avez eu beaucoup d'aide. Justement, tu me parles des pompiers, des employés municipaux. Tout le monde s'est mobilisé. Avez-vous l'impression, je vais poser la question plate, qu'on s'est retrouvé dans une espèce de oubli, là. Tu sais, on a entendu beaucoup quand on écoutait les médias, les choses à Montréal, c'est ça. Mais c'est ici, dans la Naudière, que ça l'a beaucoup brisé, ça l'a beaucoup. Puis on n'entendait pas parler. C'est comme si on n'existait pas. Même au niveau, je te dirais, d'implication au niveau du gouvernement et tout, ça a pris du temps avant de reconnaître un petit peu. Non, nous autres, on a décrété, puis on est en lien avec la sécurité publique immédiatement. OK. Mais oui, mettons, dans les grands médias, que ce soit Saint-Cuthbert ou les autres municipalités environnantes où on n'entendait pas parler. C'est seulement aujourd'hui qu'on a entendu parler à TVA de la municipalité de Saint-Cuthbert. On a une autre qui est particulièrement sinistrée, c'est le domaine Vadnais, où la plupart des maisons sont plus là. Non, c'est pas qu'ils sont plus là, sont plus habitables. Sont plus habitables. Mais moi, c'est ce côté-là, là, que ce soit du matériel, des sous-sols à refaire. Je sais personnellement, il y a quelqu'un de très proche de ma mère. Son sous-sol est affecté pas mal, mettons, ou très beaucoup même. Et puis, mais il y a des personnes qui ont tout perdu, là. Puis c'est ça, moi, qui te fait de la merde, qui te fait mal. Oui, c'est ça. À quelque part, comme ressource, on est limité un peu, à part leur offrir un hébergement, ces choses-là, mais tout ce qui va suivre dans les semaines puis mois qui suivent, là, on n'est pas à la place de ces personnes-là. On s'entend que l'hébergement, c'est pas évident de ce temps-là, se retrouver à se relocaliser. Bien, disons qu'on a eu l'aide, pour l'immédiat de la Croix-Rouge. Là, des îles, il y en a qui sont allés, je pense, en Mauricie aussi. Là, on a encore hébergé une autre personne aujourd'hui, mais dans le temps, ça va se caser. Les personnes vont se trouver des endroits, mais ça ne sera pas leur maison. Là. C'est ça. C'est ça. Que ça laisse des plaies. Là. On s'entend que ça laisse des grosses plaies dans la municipalité puis des gros problèmes. Tout ça. Là, la suite des choses, tu me parles là, du pont de Côte-Jolie là, qui est en inspection. Là, les autres points qui ont été stabilisés, éventuellement, il va falloir faire des vrais travaux. Là. Présentement, on a sécurisé les lieux, mais là, c'est s'organiser que les routes soient toutes comme il faut, réasphaltées, mettre la pierre comme il faut, les garde-fous, tout, là. Mais parce qu'on avait autant, je sais pas, le pont qui est sur Saint-André, il y a un pont, une voie que chaque côté, bien, c'était pas beau, là. Fait que immédiatement, on a fait sécuriser. Puis le premier pont qu'on a
sécurisé, c'est le Ponceau, c'est-à-dire sur la rue Coulombe, où il fallait absolument faire quelque chose parce que les personnes étaient isolées du côté de Sainte-Catherine. Puis je dis ce Ponceau-là aussi, mais il y avait le domaine Bellemare qui était isolé. Donc, le propriétaire a pu faire les travaux assez rapidement pour sécuriser les lieux aussi. Là, à ce niveau-là, je pose une question plate aussi. Là. Oui. Dans le sens que les finances de la municipalité ils vont être affectées par ça, là, parce qu'il y avait des coûts à faire à un moment donné. Probablement, mais c'est pas là-dessus qu'on se penche là, actuellement. Il faut aider notre monde. Ce qui est nécessaire, on le fait. Puis, heureusement qu'on a déclenché l'état d'urgence, les mesures d'urgence, parce que de cette façon, il y a moyen d'aller chercher des sous au gouvernement. Mais puis d'ailleurs, avec le gouvernement, c'est ce qu'on mandate aussi pour les prochaines années, là, qui nous donne les moyens de s'organiser avec ça. Là, parce que là, je sais pas moi, un ponceau qui a 5 pieds, ben il va peut-être en faire un de 7 ou 8 pieds. Oui, bien c'est ça, c'est une réalité qu'on vit, je pense, partout. Là. On a réparé un ponceau l'année passée à 6 pieds, puis tout le monde, il y a plein de monde qui disait c'est bien trop grand, pas nécessaire, mais il ne fournissait pas encore. Fait que là, des cas comme ça, va-t-il falloir en mettre un 2 pieds, mais un ponceau, le ponceau que je parle, là, ça a coûté 100 000 faire ça. Au nombre de ponceaux qu'on a à Saint-Cuthbert, il faut falloir qu'on ait de l'aide. Il va falloir qu'il y ait une implication des gouvernements et des gens, pas tout ça. Là, je voyais, quand on s'est envenu, beaucoup de gens ont mis leurs déchets, on peut dire ça comme ça, sur le bord du chemin. Là, y a-t-il des choses qui sont prévues? Est-ce qu'il va y avoir une collecte spéciale? Il va y avoir une collecte spéciale le 21 août de mémoire, là, pour les encombrants. Il y a certaines choses qui vont pouvoir être ramassées, mais c'est pas tout. Je sais pas, moi, les matériaux de construction, je pense que c'est pas compris là-dedans. Mais c'est tout ce qui est meubles, autres, là, matelas, meubles, ça va pouvoir faire partie de ça. Fait que là, pour les autres morceaux, on verra, là, on est tout juste. On vient de se sortir de la tête de l'eau, là. On verra la suite des choses. Donc, on vous laisse respirer un petit peu. On espère que la municipalité s'en sorte, là. C'est malheureux. Puis j'espère que, c'est ça, on va faire un débriefing de tout ça, là. Je pense qu'on a fait les choses pas si mal. On a su informer notre monde le plus possible. On a utilisé les moyens qu'on pouvait, notre site Internet, Facebook, puis on a pu donner, je sais pas moi, des moyens de sortir de Saint-Cuthbert que le monde, il ne savait plus quoi faire, là. Parce qu'on avait beau dire, on s'en va vers Berthier, mais la 347 était fermée, le Berthollet était fermé, tout était fermé. Puis à un moment donné, on voulait que ça se répare parce que le monde de Saint-Gabriel, il passait par chez nous pour descendre dans le sud. Fait que là, du côté, information, je pense qu'on était correct, mais on espère qu'on va apprendre de tout ça. Oui, mais on espère que ça ne reviendra pas souvent non plus. Pas souvent, mais je suis à peu près sûr que ça va revenir. C'est ça le problème. C'est ça, tu penses? C'est ça, oui. On vit tout le réchauffement climatique, puis regarde, aujourd'hui, il fait tellement chaud, mais qui aurait dit qu'il y a 3 ou 4 jours, on a un climat tropical quasiment. C'est ça. Je regardais aussi au niveau des agriculteurs, es-tu au courant un petit peu? Y a-tu beaucoup de pertes? Oui, il y a certaines zones qui ont des pertes, oui, c'est complètement inondé, puis supposément que les récoltes seront plus bonnes. Pourtant, c'était très bien parti pour eux autres. C'est ça, les commentaires, les articles qu'on avait reçus, c'est qu'il y avait une belle saison. Il y avait meilleur que l'année passée, mais là, ça allait que ça a encore coupé. Ça va être encore une autre situation économique qui va être difficile. Peut-être, mais vu que c'était pour être un bon rendement cette année, peut-être ce qui est bon va compenser pour les gars, je ne sais pas, là, mais disons qu'il y en a qui sont pas mal déçus de ça, oui. Oui, c'est ça. Bon, parce qu'on va vous souhaiter bon courage. On va en reparler sûrement. On suit ça de près. Puis, vous avez des changements, vous nous en reparlerez. Parfait. Merci beaucoup. Puis, j'encourage la population de Saint-Cuthbert, puis même les autres populations, c'est le moindrement qu'il y a des questions, là, que ce soit Sainte-Geneviève, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth ou autre, là, de poser des questions à leur municipalité, puis habituellement, s'ils n'ont pas les réponses, ils vont aller les chercher. En tout cas, c'est notre cas. Bon, d'accord, je te remercie. Merci. Bonjour, M. Villeneuve, maire de Lanoraie. Vos nuits sont courtes de ce temps-là? Elles sont peut-être courtes, mais je connais des gens, des citoyens pour lesquels il n'y a pas eu de nuit beaucoup depuis un certain temps déjà. Là. Vous êtes rendu un petit peu expert en mesures d'urgence. Il n'y a même pas un an, il y a eu la tornade. Il y a eu encore là beaucoup de problématiques ici dans le coin de Lanoraie, tout ça. Mais cette fois-ci, c'est encore gros. Là. C'est vraiment des gros dommages. C'est vraiment impressionnant. Vous avez battu le record de millimètres pour la province de Québec vendredi dernier. C'est pas un record que vous vouliez, là? Triste record, mais si on compare avec l'année passée, avec la tornade, la différence, c'est que l'année passée, il n'y a pas eu beaucoup de bris matériels.
Puis, il n'y a pas eu de victimes. Tout s'est bien passé. On a ramassé les branches, la municipalité. Puis mais cette année, la différence, c'est que là, on a à peu près 200 résidences sur 2150, donc à peu près 10 des résidences qui sont touchées à des degrés divers. Et là, évidemment, ça occasionne... les gens ont vécu l'enfer. Vendredi, on va se dire, pas juste ici, partout, ceux qui ont subi la tempête. Et maintenant, il y a des... Il faut nettoyer, il faut vider les sous-sols, puis il faut pas attendre. Faut pas attendre le message que je passe ce matin, c'est attendez pas. Là, ceux qui n'ont pas commencé, c'est faut vider puis ça presse là, puis il faut nettoyer. Il y a une question de salubrité. Là. Exact. Puis aussi la demeure. Si vous laissez ça trop longtemps, ben les dommages augmentent. Là. La moisissure se répand. Puis c'est toujours la valeur de la maison qui peut être. Exact. Okay. En tout cas, les coûts de réparation sont plus grands. C'est vraiment particulier. Comment vous avez vu ça vendredi? Vous avez commencé à voir l'eau tomber, puis vous disiez, ça n'arrête pas, c'est quelque déjà là, on savait que nos gens étaient inondés. Très rapidement, on l'a su. Donc, très rapidement, on était en mode de justement... Moi, déjà vendredi, j'étais en mode gestion de déchets. Il fallait y penser tout de suite. On savait que ce qui se passe présentement, on savait que c'était pour ça. Vous êtes proactif, en bon français. On essaye. Donc, on peut parler de... Vous êtes un maire qui est impliqué, parce qu'un matin, on vous a vu... Je pense que tous les maires sont pas mal impliqués à leur façon, tout dépendamment comment on vit la situation. Il n'y a pas de mérite à ça. Là. On est là pour soutenir nos gens. Ça fait partie de l'emploi, comme on dit. Ça. Voilà. Donc, les mesures d'urgence ont été déjà décrétées vendredi? Non, il n'y a pas de mesures d'urgence décrétées. Il n'y a pas de mesures d'urgence. Si on avait manqué, si la situation avait été plus grave, on l'aurait fait. Mais là, c'était pas nécessaire de le faire. Tout le monde est en sécurité. Le problème, c'est que les gens avaient de l'eau dans le sous-sol. Mais tout le monde avait un toit, tout le monde est en sécurité. Bien, tout le monde. Là, presque tout le monde. Je comprends qu'il y a des gens qui sont à l'hôtel, probablement, là, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur maison. Là. Mais donc, il n'y avait pas de nécessité de décréter les mesures d'urgence. OK. Puis vous, votre maison a été correcte? Moi, ça va. Ça va, non, mais on s'informe aussi. Là. Il y a un côté personnel. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Les prochaines étapes, je sais que ce matin, on vous a vu en train de ramasser avec une escaveuse puis avec des camions là, pour ramasser le stock sous le bord des chemins. Là, vous me parliez tantôt des assurances. C'est quelque chose qui est compliqué. Les gens essaient d'avoir des réponses, essaient d'avoir des choses au niveau des assurances, puis ça ne s'arrête pas. Là. Ils sont débordés, puis ils n'ont pas l'air d'être pressés. Bien, c'est pas qu'ils sont débordés, ils sont pressés sûrement. J'imagine qu'ils veulent donner un service à leurs clients. Le problème, c'est que les messages sur le terrain de différentes compagnies, puis même d'une même compagnie d'assurance, c'est pas les mêmes échos qu'on a. C'est différent d'une place à l'autre. Il y a des assurances qui disent, puis hier, j'étais en contact avec une compagnie, au téléphone directement, là, chez la citoyenne qui avait amené ses déchets sur le bord du chemin, puis on voulait ramasser. Puis la dame, au bout du fil, la compagnie d'assurance, me dit, vous n'avez pas le droit de ramasser ça, monsieur le maire, ne touchez pas à ça. Bien là, madame, c'est parce que si je touche pas à ça, que la pluie qui s'en vient, la vermine se met là-dedans, il fait chaud. C'est quoi la logique? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de s'inscrire à la municipalité pour faire une route de travail, évidemment, entre autres, mais surtout pour s'assurer qu'ils nous permettent de ramasser les déchets. Puis moi, je prends une photo de façon systématique. Avant de ramasser, je prends une photo dans la rue de la montagne de déchets, du numéro civique de la maison et de la maison. Et on garde ça précieusement. Puis les gens aussi ont pris plein de photos, plein de vidéos. Alors moi, ce que je dis aux compagnies d'assurance, c'est regardez, les amis, là, il faut ramasser. Là, on ne peut pas laisser ça là ad vitam aeternam. Vous n'avez pas assez de personnel. Donc, je pense que les gens sont... Faire confiance au monde, là. Les gens, je pense pas que quelqu'un va s'amuser à déclarer, à inventer un sinistre. Là. C'est ça. Puis je voyais aussi aujourd'hui les commentaires qu'on avait, c'était qu'avec les compagnies d'assurance pour l'auto puis pour l'habitation, il y avait deux réponses différentes. T'sais. Ma réaction était vite pour les autos, on va les remorquer, mais pour l'habitation, c'était plus compliqué. Bien, le seul message que je dis, moi, aux assurances de passer, c'est vider ça, nettoyer, éviter la moisissure, assécher, faites ce qu'il faut. Mettez ça dehors, oui, c'est sûr. Puis si c'est sur le bord du chemin, bien, les municipalités, nous, on va ramasser. Qui autorise, dans la mesure où les gens prennent des photos, qui autorise que les municipalités ramassent, je pense qu'ils vont ajuster leur message. Là. Ils ont compris, là, parce que là, on peut pas... Ça va prendre des mois, sinon personne ne va y arriver. Ils ont pas assez de personnel pour aller voir tout le monde. Là. Ouais. La suite pour la municipalité, là, je sais que vous avez fait le ramassage. Il va y avoir tantôt une petite réunion, une assemblée du conseil. Exact. On va parler de quoi exactement? On va débloquer les sommes nécessaires pour poursuivre l'opération nettoyage. Simplement parce que quand on n'est pas en état d'urgence, parce qu'on n'est pas en état d'urgence, c'est correct. Là, il faut que le conseil entérine les trucs. Les dépenses. Les dépenses. Fait que là, on va entériner un montant pour la collecte sur le terrain, parce qu'on va faire avec une entreprise privée pour ramasser tout ça, et pour payer aussi le coût à l'enfouissement. Donc, on va débloquer des sommes. Si le conseil est d'accord, bien sûr, on va débloquer des sommes pour pouvoir entériner ce qui a été fait, puis pour pouvoir aussi, évidemment, continuer le travail. Continuer le travail. Exact. Donc, c'est un gros vaudou, comme on dirait. Oui, mais les gens, bravo. Moi, je veux saluer, écoutez, les voisins.
Pour vrai, là, ceux qui n'étaient pas inondés allaient aider les autres. Les voisins, les bénévoles, les pompiers qui ont fait un travail extraordinaire le vendredi puis le samedi aussi, suite à tous Parce que les tout le monde événements travaille météo-là. encore, vos employés municipaux. Les employés municipaux ont travaillé. Écoutez, est-ce que j'en oublie? Je m'excuse si j'en oublie, là, mais tout le monde, bravo. Belle résilience. Les gens sont malgré tout, malgré tout, sont de bonne humeur. C'est drôle à dire, là, mais, Ouais. ce qu'ils veulent surtout, puis là, c'est un message aux assurances, ce qu'ils veulent surtout, là, c'est mettre ça derrière eux. C'est ça. Alors, c'est pas vrai qu'on va laisser des montagnes de déchets traîner dans les rues pendant des semaines et des semaines. Nous, on ramasse. Parfait. Parce que ça peut aller de l'avant. Malheureusement, Exact. il faut. On met ça parce que derrière la nous. rentrée scolaire là, qui s'en vient. Exact. Puis, Les gens veulent mettre ça derrière eux, puis ils ont raison. Mais donc, que les assurances s'ajustent, puis qu'ils mettent ça, qu'ils envoient donc un message clair à la population. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, M. fait Villeneuve. plaisir. Puis on suit le dossier encore. Là, s'il y avait besoin, on vous en parle. Merci à vous. Merci. Bye-bye. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Lanoraie en ce 15 août 2024. Il est 10h08. J'aurais besoin d'un proposeur pour ouvrir la séance. Oui? Ah oui, madame. Madame, la directrice générale. Est-ce que vous voulez lire, s'il vous plaît, l'avis de convocation? Bon. À Mesdames Lynne Fermont, Marie-Ève Mondor, Lucie Ouellette et José Castonguay, à Messieurs André Villeneuve, Martin Lavallée et François Beaujoli. Mesdames, Messieurs, avis spécial vous est par la présente donné par la soutenue qu'une séance extraordinaire est convoquée par Brigitte Beauparlin, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, pour être tenue au lieu ordinaire des séances le jeudi 15 août 2024 à 10h et qu'il sera pris en considération le sujet suivant. 1. Adoption de budget pour la gestion des matières résiduelles suivant les inondations dues aux pluies diluviennes du 9 août 2024, donné à Lanoraie ce 12 août 2024, Brigitte Beauparlin. Merci beaucoup, Mme Beauparlin. Donc, on va immédiatement passer à l'action, comme on dit. Est-ce que j'ai un proposeur pour ouvrir la séance? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Donc, c'est unanime. Adoption d'ordre du jour, tel que vu par Mme Beauparlin. Donc, adoption d'un budget pour la gestion des matières résiduelles suivant les inondations dues aux pluies diluviennes du 9 août. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Point 3, donc le point principal, si on peut le dire ainsi. Adoption d'un budget pour la gestion des matières résiduelles suivant les inondations dues aux pluies diluviennes du 9 août. Considérant les pluies diluviennes du 9 août 2024 causant des inondations en plusieurs résidences, considérant qu'il y a lieu d'intervenir pour le ramassage des nombreux débris et autres matériaux en bordure des rues des résidences concernées pour des raisons de sécurité et de salubrité, en conséquence, proposé à appuyer résolu. D'autoriser un budget de 65 000 $ pour la collecte et l'enfouissement des débris et autres matériaux en bordure des rues causés par les fortes pluies du 9 août 2024. Que ce montant soit pris à même le fonds général. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Point 4, il y a des questions. Évidemment, vous comprendrez que c'est une séance extraordinaire. Il n'y a pas personne dans la salle. Bien, évidemment, il y a le caméraman, il y a la dame de CTRU, Mme Yvon, et les membres du personnel ainsi que les élus municipaux. Donc, il n'y aura pas de questions. De toute façon, si jamais il y a des questions, vous appelez à la réception, parlez à Mme Annie qui va se faire un plaisir de répondre dans la mesure où la réponse existe à votre question, elle y répondra. Voilà, donc ça nous amène à lever la séance, proposer à Pierre résolu que la séance soit levée à 10h11. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, je suis en faveur. D'accord. À ma droite. C'est unanime. Merci beaucoup et à la prochaine. On fait ça. Autre sujet. Je crois opportun en ce moment-ci, avec plusieurs demandes de citoyens, d'expliquer les enjeux. Donc, Berthierville fait face aujourd'hui et dans les prochaines années, de même que les décisions qui devront être prises, non seulement dans l'intérêt de certains citoyens, mais dans l'intérêt du développement de la ville de Berthierville dans son ensemble. Donc, je vous relate quelques faits. Berthierville a 350 ans et est la 16e plus vieille ville au Québec et historiquement a déjà été une, sinon la ville la plus importante économiquement dans la Naudière. Berthierville, malgré une situation géographique des plus enviables au Québec, ne s'est pas développée au même rythme que plusieurs autres villes au Québec. On n'a qu'à penser à Joliette, Drummondville ou même nos voisins de Valtry.
Berthierville est néanmoins une ville de centralité qui offre des services autant aux citoyens de la ville que des citoyens des municipalités environnantes qui profitent des services suivants. Donc, l'épicerie, les différents commerces, les restaurants, les cliniques médicales, les pharmacies, les écoles primaires et secondaires, les résidences pour aînés, un aréna, divers services financiers et gouvernementaux, entre autres. Berthierville procure aussi du travail pour de nombreux citoyens de la ville et des municipalités voisines. Je vais vous parler par le fait même des infrastructures et rues. Donc, la dépense la plus importante dans le budget d'une ville est la réfection des infrastructures et des rues. Donc, en général, la ville va en règlement d'emprunt puisque les coûts sont plus importants et peuvent être amortis sur plusieurs années. Donc, lors du dépôt du budget 2024, le 14 décembre dernier, nous avons aussi déposé le programme triennal d'immobilisation, qu'on appelle le PTI. Donc, si on tient compte uniquement de la planification des activités d'investissement et immobilisation des rues et des infrastructures, je répète un peu ce qu'on a. En 2024, on a la réfection majeure de la rue Saint-Viateur, donc le coût approximatif est de 2 031 250. Naturellement, il y a une subvention qui vient avec ça en moins, mais on a quand même le plus important montant à assumer. En 2025, on a prévu dans le programme triennal les travaux de séparation des égouts, du réseau d'égouts entre les rues de Montcalm et de Frontenac. Donc ça, c'est un 2 332 317. C'est aussi prévu en 2025 une augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées qui est d'un coût de 15 millions. En 2026, dans la planification, on a une réfection majeure de la rivière de l'Estage, qui est prévue d'un montant de 5 145 688. Donc, ça nous fait un total d'emprunt de 24 509 255, moins certaines subventions, naturellement, mais on assume un bon montant. Sans compter certains problèmes de pluviaux ou d'investissements qui seront nécessaires pour régler une problématique et sur plusieurs rues qui sont en mauvais état et ont un urgent besoin de réflexion. Quelquefois, nous avons aussi certains travaux surprises, non planifiés, mais urgents et obligatoires. On n'a qu'à penser au bris de conduite dans le lit de la rivière Chaloupe en décembre 2022, qui nous a coûté 113 139 $. Tel que mentionné précédemment, Berthierville est une ville historique et plusieurs de nos infrastructures ont 50, 60, 70 ans. Ceci est un exemple si nous n'investissons pas à moderniser nos infrastructures avec un plan directeur et en suivant de façon rigoureuse un plan triennal d'immobilisation, nous allons subir plus de bris. Nous allons faire des réparations par bout brisé sans savoir quand il y aura un autre bris à cet endroit. Au final, cela coûtera plus cher et nous ne serons pas en mesure de développer la ville comme il se doit. C'est un fait. Berthierville a du rattrapage à faire au niveau des infrastructures et d'importantes sommes d'argent vont devoir y être consacrées. Nous essayons toujours de minimiser les impacts dans nos décisions et chercher des solutions, mais malheureusement, dans certains cas, nous devons sacrifier. On parlait d'arbres à la dernière séance. Ça peut arriver pour la réalisation des travaux. Juste une petite note en passant. Nous sommes dans un processus d'élaboration d'une politique de l'arbre. Ça, on a entendu cette procédure-là l'hiver dernier, qui devrait être complétée au courant de l'année 2025 et qui va aussi se refléter dans notre nouveau règlement de zonage. Donc, il y a un travail qui est fait à ce niveau-là aussi. L'objectif est de développer économiquement Berthierville
en favorisant l'implantation de commerces et industries, en augmentant la population avec la construction de projets résidentiels, en créant des milieux de vie agréables et adaptés aux normes de mobilité durable, d'espace vert, on parle de parc, et dynamique. Donc, c'est important de développer les loisirs pour attirer nos jeunes familles. N'oubliez pas, ce sont eux qui vont acheter nos maisons lorsque nous allons vendre pour aller, exemple, en résidence. À tenir compte, le gouvernement aussi, on a des choses, on va revenir éventuellement avec ça. Le gouvernement a adopté un projet sur les orientations gouvernementales en aménagement de territoire. Donc, ça va être effectif à partir du 1er décembre et qui va encadrer les villes et les municipalités dans plusieurs aspects de leur développement, notamment la densification des zones blanches ou des zones urbaines. Maintenant, la tâche est ardue. Les décisions d'hier ont une influence sur la situation de Berthierville aujourd'hui. Et les décisions que le Conseil prend aujourd'hui auront un impact dans les 10, 20, 30 prochaines années. Peu importe le maire ou le Conseil qui siège ou siégera dans les prochaines années, la situation et les faits sont bien réels. Il faudra faire face à la réalité. Bloquer ou s'opposer aux projets de développement économique et résidentiel pour des motifs d'intérêt personnel, lorsqu'ils ont fait l'objet d'études par l'urbanisme, par le CCU selon le règlement de zonage et par le Conseil dans certains cas, on parle d'usage conditionnel, retard des procédures. Donc, les décisions sont réfléchies, ils ne sont pas pris à la légère. Berthierville est la prochaine ville à se développer, ou non. Berthierville est à un moment de son histoire où elle va soit prospérer, ou soit définie. Les défis et les enjeux ne disparaîtront pas. Chose certaine, c'est qu'il est primordial que Berthierville se développe économiquement et augmente sa population pour prospérer et maintenir les taux de taxation citoyens raisonnables. Ça inclut aussi les loyers à prix abordable et offrir les meilleurs services, naturellement. Donc, en gros, il faut plus de monde pour payer les infrastructures et autres investissements nécessaires. Ma vision est de mettre toutes mes énergies pour le développement économique de la ville et d'augmenter sa prospérité qui va bénéficier à tous les citoyens. C'est la seule raison pourquoi je suis en politique. Je vais y aller avec un instant de réflexion. Ce sont quelques points. Premièrement, je veux parler des inondations le vendredi dernier, le 9 août. Donc, en premier lieu... C'est bon? Donc, en premier lieu, je veux remercier Mme Sylvie Dubois, directrice générale de la ville de Berthierville et coordonnatrice des mesures d'urgence, M. Daniel Richard, contremaître aux travaux publics, et les employés des travaux publics pour le travail remarquable vendredi durant les pluies torrentielles et tout au long de la fin de semaine. Je peux vous dire qu'il y a eu des heures de fait. Même Mme Dubois a quitté l'hôtel-ville à 2 h du matin, samedi matin. Donc, beaucoup d'heures là-dedans. Je veux aussi souligner le courage et la résilience dont fait preuve tous nos citoyens en cette période difficile. Donc, la Ville a mis en place sur le site web et sur le site Facebook de la Ville différentes informations concernant l'événement de cette fin de semaine, incluant des formulaires de réclamation. Donc, il y a des formulaires de réclamation pour les propriétaires et locataires dans le cadre du programme d'assistance du ministère de la Sécurité publique. Donc, si vous avez entendu, il y a eu des communiqués de presse à la télé qui a passé à la télé. Donc, on fait référence à ce programme-là. Dernièrement, et non les moindres, je veux souligner le courage, l'énergie et la force de caractère de nos commerces et industries qui ont subi l'inondation, et plus spécifiquement les commerces de la rue Gabriel Brissette, qui ont été durement touchés, donc l'épicerie IGA de la famille Mondor,
le restaurant Saint-Hubert et la station-service Petro-Canada. Donc, je vous dis, vous avez notre entière collaboration dans le rétablissement de vos commerces. Point 3, confirmation de la contribution gouvernementale PPA-CE 2024. Dépôt à titre informatif d'une communication datée du 15 juillet 2024. Reçu de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, nous confirmons un montant de 10 000 accordé dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration circonscription électorale de Berthier pour la période 2024. C'est vrai que c'est un peu d'information. Fait que là, on vient de recevoir 10 000 plus 652 842. Bon, merci le gouvernement. Mégane Bourdon et je suis la présidente des étudiantes du Cégep de Joliette. Nous sommes le comité organisateur de la manifestation du 27 septembre prochain, qui est constitué de plusieurs organismes étudiants, environnementaux, communautaires et syndicales de la NETLA. Aujourd'hui, nous sommes ici pour constater la destruction d'un jardin que des bénévoles de la municipalité de Saint-Cuthbert, les Amis de la Chico, initiateurs de ce projet, ont pris plus de 4 ans à réaliser. Il devait servir à nourrir les familles de la communauté et servir de lieu d'apprentissage pour les jeunes de l'école de Saint-Cuthbert, située juste à côté. Ce magnifique projet est littéralement tombé à l'eau, détruit par la rivière Chico qui est sortie de son lit à la suite des pluies diluviennes qui ont inondé le Québec lors du passage de l'ouragan Débby, qui a frappé encore plus durement les régions plus au sud. Toutes les récoltes sont détruites ou inutilisables. À travers le Québec, il y a plein d'autres endroits comme ici. Cet événement s'ajoute à une longue suite d'autres événements catastrophiques liés au changement climatique qui touchent le Québec. Les canicules meurtrières, les incendies de forêt, les sécheresses, les pertes des rendements agricoles, la destruction des routes, les arbres abattus par les tempêtes, en plus de tous les impacts sociaux, les pertes matérielles et la détresse que vivent les gens. Et nous savons que cette situation va continuer de se dégrader. Les catastrophes naturelles et l'augmentation des maladies à long terme auront des répercussions sur la santé physique et mentale de la population. Les études le montrent clairement que nos systèmes de santé sociaux ne seront pas en mesure de faire face à la crise climatique dans leur état actuel. Les blessures dues au sinistre, les problèmes pulmonaires, le développement de bactéries, les troubles cardiaques, ainsi que l'impact sur les personnes les plus vulnérables seront exacerbés par les crises et les changements climatiques. Avec un réseau de santé déjà fragile, qui serait certainement surchargé par les catastrophes naturelles, voulons-nous revivre une situation similaire à celle de la COVID, avec un système de santé incapable de gérer l'augmentation des malades? Nous sommes ici parce que nous sommes inquiets de constater que le gouvernement du Québec ne semble pas encore réaliser la gravité de la situation qui se profile, avec la crise climatique et la crise sociale. Le gouvernement Legault continue de ne pas écouter les avis des scientifiques et des experts qui parlent de protection des écosystèmes et de sobriété énergétique pour réduire les gaz à effet de serre. Le gouvernement n'écoute pas la population du Québec qui demande des vraies consultations sur la manière d'utiliser nos ressources pour parvenir à une transition écologique juste et inclusive. Le gouvernement Legault continue d'ignorer les règles que se sont données les Québécois et Québécoises pour protéger leur territoire, la biodiversité, protéger la qualité de notre air, de notre eau et notre santé. Au contraire, le gouvernement ne n'écoute que pour les lobbyistes, des multinationales qui n'ont aucune considération pour le bien commun. Le gouvernement Legault continue de ne pas écouter la population du Québec qui demande un financement adéquat pour les municipalités, pour du transport collectif efficace, pour réparer nos écoles, pour un système de santé accessible, pour du logement abordable. Le gouvernement Legault continue de ne pas écouter les jeunes qui réclament le droit à un avenir viable, la justice climatique, la sécurité alimentaire et le droit de vivre dans un environnement sain et sécuritaire. Il est temps que notre gouvernement nous écoute. Nous devons adopter des stratégies inclusives et participatives. Les voix des communautés locales doivent être entendues et intégrées dans les processus de décision. Les politiques climatiques doivent être conçues non seulement pour réduire les émissions de carbone, mais aussi pour améliorer la qualité de vie, créer des emplois verts et renforcer la résilience des communautés les plus affectées. Le temps est venu de faire preuve de leadership et de courage. Nous devons faire le choix de l'action immédiate et ambitieuse. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui aura des répercussions sur notre avenir et sur celui des générations à venir. Nous avons la capacité et surtout la responsabilité
de construire un monde où la justice climatique est une réalité, où chaque individu a une chance égale de prospérer dans un environnement sain et durable. Il est temps que notre gouvernement nous écoute. Un autre aspect essentiel de la justice sociale, c'est l'accès à la participation politique. La démocratie véritable exige que chaque citoyen puisse participer activement à la prise de décision et avoir une voix dans les processus qui affectent sa vie. Assurer une représentation équitable et une participation réelle est cruciale pour construire des politiques qui reflètent les besoins et les aspirations de toutes les couches de la société. Chaque action compte, chaque réforme, chaque initiative et chaque geste de solidarité contribue à construire une société plus juste. Nous devons nous engager à travailler ensemble pour abattre les barrières qui divisent et créer des ponts qui unissent. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans ce processus, que ce soit en plaidant pour des politiques plus justes, en soutenant des initiatives communautaires ou simplement en adoptant des attitudes de respect et de compréhension dans notre vie quotidienne. Il existe des solutions pour faire face aux défis de la crise climatique et de biodiversité et pour répondre aux besoins de la population pour plus de cohésion et de justice sociale. Il existe au Québec, comme partout dans le monde, des organisations indépendantes, des centres d'experts, des universitaires qui travaillent à temps plein pour présenter des pistes d'action possibles et urgentes à mener. On peut citer, entre autres, la feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité, le manifeste pour un avenir énergétique juste et viable au Québec, l'appel de Montréal qui demande d'accélérer la réflexion sur les changements à apporter au modèle économique, aux valeurs qui sont dommageables pour la nature, et les 45 propositions pour le bien-être au Québec qui identifient 45 pistes d'action pour placer le bien-être de la population au cœur des décisions. Mais le gouvernement Legault continue de faire la sourde oreille. Il navigue sans planification adéquate ni direction claire, en privatisant notre électricité, en vendant nos ressources et nos territoires et en accentuant les inégalités sociales. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour joindre nos voix à celles de plus de 50 organisations qui appellent la population à manifester dans les rues le 27 septembre prochain pour réclamer une véritable transition sociale et écologique. Des manifestations sont actuellement prévues à travers tout le Québec, dont Montréal, Québec, Sherbrooke, Gaspé et à Joliette. La population de la Nodière est invitée à venir se rassembler au parc Louis-Kerbe à Joliette, vendredi le 27 septembre, à partir de 11h. On prévoit une rencontre festive avec une marche, de l'animation et de la musique. C'est une occasion de témoigner de notre ras-le-bol, de ce gouvernement qui n'est pas à l'écoute, de ses mensonges et de la fausse transition qui sert de prétexte à déposséder les Québécois et Québécoises de notre patrimoine collectif et d'un véritable avenir. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert d'aller marcher. C'est un moyen de démontrer à notre gouvernement que nous ne sommes pas en accord avec le fonctionnement actuel. C'est en étant solidaires, tous ensemble, qu'il peut y avoir du changement. Plus nous serons ensemble à marcher vers un but commun, dans la solidarité, plus nous allons démontrer à notre gouvernement qu'il est temps de changer son fusil d'épaule. Soyez avec nous à Joliette à 11h au parc Louis-Kerbe le 27 septembre prochain. La justice climatique et la justice sociale, c'est l'affaire de tous les citoyens et citoyennes. Faisons grossir le mouvement pour la suite du monde. Et ce mouvement restera dynamique tant que les décideurs ne prendront pas les mesures appropriées. Nous n'aurons pas de répit car la crise actuelle n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il est donc crucial d'apporter des changements concrets et rapides. Tous ensemble, il faut agir pour l'avenir. Programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales, PRACIM, volet 1, dossier 203 0027. Aménagement de bureaux, 145, chemin de la Traverse. Il est proposé et appuyé que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a pris connaissance du guide complet du PRACIM et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle, que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné. Que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. Ça prendrait le proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord.
12. Dossier centre multifonctionnel 199 chemin de la Traverse. Il est proposé, considérant la confirmation d'une aide financière dans le cadre du PROCIM pour des travaux de rénovation du centre multifonctionnel au 199 chemin de la Traverse, il est proposé secondé et résolu d'autoriser le directeur général, M. Guy Ménard, à appliquer l'échéancier demandé et approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans des limites de ses responsabilités. Ça, c'est pour... on a l'échéancier qu'on a ici. C'est le ministère l'a accepté. Donc, on va essayer de suivre le plus possible. Ça me paraît un proposeur. Mme Evelyne Lotto, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 3. Dépôt du rapport du maire, exercice financier 2023. Je vais vous faire un résumé des faits saillants du rapport financier et l'audit pour l'année 2023. Donc, du Conseil citoyen et citoyens, la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a déposé à une session extraordinaire du jeudi 20 juin 2024 ses états financiers pour l'exercice 2023. J'ai le plaisir de vous soumettre les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur. Le rapport de l'auditeur DCA comptable professionnel agréé certifie que les états financiers présentent de façon significative une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola pour l'exercice financier 2023, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les états financiers démontrent un surplus de 42 667 pour l'année 2023, résultat d'une saine gestion et d'un contrôle des dépenses. Les résultats de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 montrent des revenus de fonctionnement de 2 993 070, soit un écart favorable de 59 119 par rapport au budget. Dans les pages suivantes, vous trouverez un sommaire du rapport financier ainsi que l'information relative à la rémunération des élus municipaux. Les états financiers seront prochainement disponibles sur le site web de la municipalité sous l'onglet « Administration et information financière ». Je termine en remerciant les membres du conseil municipal, le directeur général, le personnel cadre ainsi que tous les employés de leur soutien, leur implication et leur engagement. Les revenus pour 2023, le budget, on avait fait un budget de 2 933 951. On a terminé la réalisation avec un budget de 3 297 837. Puis les revenus, attendez un peu, les charges, excusez-moi, 2 233 951 pour la réalisation de 4 867 181, pour les charges 2 600 251, pour la réalisation de 3 297 837. Qui, avec la manière qui est comptable, ça, on a fini avec un surplus de 42 667. Au 31 décembre 2023, l'endettement de la municipalité est de 1 759 481, incluant les cotes-parts de la MRC. La vérification externe des livres de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola a été effectuée par la firme DCA comptable professionnel agréé. Pour l'exercice 2023, conformément à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus, je vous présente la rémunération des élus municipaux pour l'année 2023. La rémunération faite par la municipalité pour le maire s'élevait à 14 724 et l'allocation de dépenses était de 7 368. Les conseillers pour la même année ont reçu chacun une rémunération de 4 908 et une allocation de dépenses de 2 460 $, soit 50% de la rémunération pour l'allocation de dépenses. Le maire reçoit un jeton de présence de 201 pièces et les conseillers reçoivent un jeton de présence de 67 $ par présence à une séance ordinaire du conseil par journée, de même que toute réunion en comité plénier. Ils reçoivent également une allocation de dépenses de 50% de cette rémunération. Le maire suppléant reçoit une prime de 34 $ par présence à une réunion régulière. À la MRC de Dautré, le maire a reçu une rémunération de 10 605 et une allocation de dépenses de 5 302. À la lumière des résultats précédemment mentionnés, on peut affirmer à l'évidence que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est en excellente santé financière. Je prendrai un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord.